avec la première intervention de notre collègue Dora Londaridou, qui est en Grèce et qui interviendra à distance. Dora Londaridou est docteur en littérature française, diplômée de l'Université Paris 3. Elle enseigne actuellement à l'Université ouverte hellénique dans le cadre du master en écriture créative. De 2011 à 2023, elle a également enseigné dans le master en didactique du FLE de l'Université ouverte hellénique. Elle occupe aujourd'hui le poste de conseillère pédagogique en FLE pour la circonscription B d'Athènes. Elle est également formatrice en FLE au Centre national de l'administration publique et du gouvernement local. Auparavant, elle a enseigné le FLE dans des écoles publiques et pilote pendant 30 ans. Son intervention d'aujourd'hui est intitulée Quand l'homogénéité masque le besoin différencié dans un cours de FLE à distance pour des fonctionnaires grecs. Donc, Dora, la parole est à toi. Merci beaucoup. Bonjour d'Athènes. C'est plutôt ensoleillé ici. Je vous remercie de l'invitation. C'est très enrichissant d'être avec vous. Je suis très contente. Merci encore. Alors, dans un contexte d'apprentissage de langue de plus en plus médiatisé par les technologies, la formation des adultes en français langue étrangère à distance requiert une approche didactique particulièrement sensible à l'hétérogénéité des profils. Ce constat est d'autant plus crucial lorsqu'il s'agit d'un public de fonctionnaires du secteur public, engagés dans des dynamiques professionnelles exigeantes et souvent contraints par un temps limité des conditions d'apprentissage variables. Cette intervention propose une réflexion sur le terrain, sur la mise en œuvre d'une différenciation pédagogique intégrale dans un cours de FLE niveau 1, réalisé entièrement à distance, organisé par le Centre national de l'administration publique, comme on a dit tout à l'heure. L'objectif est d'analyser comment les principes de différenciation peuvent être opérationnalisés de manière stratégique et cohérente, tant en synchrone qu'en mode asynchrone, en tenant compte des besoins particuliers de ce public adulte institutionnel. Dans ces conditions, enseigner le FLE représente un double défi. Celui de l'hétérogénéité de profil selon l'âge, le rythme d'apprentissage, la disponibilité, le bagage linguistique, les genres numériques, etc., etc. Et celui des modalités de la formation à distance. La différenciation pédagogique devient alors un levier indispensable pour garantir l'inclusion, Excuse-moi, Voilà. Et alors, je disais que la différenciation pédagogique devient alors un levier indispensable pour garantir l'inclusion, l'engagement et la progression de chacun. Alors, ce cours de FLE niveau 1 est destiné à des adultes fonctionnaires relevant de ministères diversifiés, affaires étrangères, intérieures, éducation nationale et des collectivités territoriales. Il s'inscrit alors dans le cadre de formation proposé par le Centre national de l'administration publique, organisme chargé du développement professionnel des agents publics. Le cours est gratuit et repose sur une inscription libre. Aucune évaluation diagnostique préalable n'est exigée pour le niveau 1, ce qui conduit les apprenants à s'auto-positionner sur le seul niveau de bilan de CSR d'ailleurs.
et ce qui semble limiter les erreurs de positionnement, mais engendre une hétérogénéité au sein même du groupe. L'environnement numérique d'apprentissage est basé sur Moodle, plateforme libre et modulaire. L'enseignant dispose de l'autonomie complète pour organiser la progression pédagogique, téléverser les supports, gérer les échanges via forum ou courriel aussi, et assurer l'évaluation formative de production. Le cours se structure en deux modalités complémentaires. Une séance synchrone hebdomadaire dédiée à l'introduction du nouveau savoir, aux interactions orales, simulation et clarification du point clé, et une séance asynchrone axée sur l'acquisition progressive via des documents plutôt authentiques, numériques, des activités, des exercices, parfois autocorrectifs. Le cours est basé sur un programme d'études. Pourtant, il n'existe pas de manuel prescrit. La matière est intégralement conçue ou sélectionnée par l'enseignant. La plateforme utilisée pour les séances synchrones est le WebEx, un environnement de visioconférence permettant l'interaction en temps réel, ainsi que la mise en place des activités collaboratives via les salles de sous-groupes virtuelles. Les participants et les participantes, évidemment, présentent des profils très contrastés qui conditionnent leur rapport à l'apprentissage. Certains sont en poste dans des structures européennes à Bruxelles ou à Strasbourg, exposés à un environnement francophone stimulant. D'autres, majoritaires, travaillent en Grèce sans contact direct avec la langue cible. Certains ont déjà étudié le français, souvent au secondaire, et cherchent à réactiver et développer leurs connaissances. D'autres sont véritablement débutants, des vrais débutants. Leurs contraintes temporelles varient aussi considérablement. Certains disposent d'un temps de travail aménagé. D'autres se connectent parfois via leur smartphone en déplacement vers leur domicile en fin de journée. Parce que le cours synchrone est de 16 heures à 18 heures. Enfin, le niveau de familiarité avec les outils numériques, même leur équipement numérique, aussi est inégal, influençant leur capacité à interagir parfois avec la plateforme, parfois avec les outils numériques, etc. Leurs motivations sont principalement extrinsèques, c'est-à-dire la plupart veulent récupérer un niveau scolaire oublié, veulent valider un certificat utile à leur carrière ou acquérir une compétence directement mobilisable dans l'exercice professionnel. Cette diversité rend nécessaire une approche didactique différenciée, pensée en amont, intégrée dans la planification du cours, qui doit être flexible pour répondre aux besoins et adaptable aux problèmes rencontrés tout au long de l'enseignement et de l'apprentissage. La démarche pédagogique alors s'ancre sur une compréhension fine du profil socio-professionnel et cognitif de participants. On identifie plusieurs facteurs impactant l'apprentissage: la charge cognitive élevée, l'activité professionnelle, les responsabilités familiales, la fatigue découlant de ces deux facteurs, la motivation extrinsèque, recherche d'un certificat valorisable, obligation d'évaluation, perspective de promotion, etc.
L'hétérogénéité des ressources personnelles, niveau de scolarisation antérieure, expérience langagière, d'autres langues apprises, méthodes connues d'apprentissage de langue, etc. La disponibilité temporelle, temps effectif de travail personnel, compétences et outils numériques et équipements mis à jour, ordinateur personnel, tablette, etc. Il y a aussi une hétérogénéité entre un niveau 1. Même au sein du niveau débutant, les sous-niveaux implicites coexistent. 1.0, total, débutant vrai, total, sans contact antérieur avec le français, ne connaissant même pas un mot. 1.1 à 1.2, anciens élèves ou usagers passifs de la langue en réactivation. À cette variabilité linguistique, j'ajoute les conditions matérielles et spatiales, par exemple l'apprentissage dans un bureau calme, parfois, les temps disponibles hétérogènes et les compétences numériques inégales. Ces conditions montrent qu'en effet, l'homogénéité parfaite n'existe pas, puisque les besoins sont différents. Même au sein d'un groupe plutôt homogène, composé de participants adultes, grecs, fonctionnaires, leurs besoins sont différents. Le défi pédagogique consiste alors à construire un environnement d'apprentissage modulable, capable de s'adapter à cette variabilité, tout en maintenant les objectifs partagés et impose une approche en traits multiples au sein même du niveau 1. Alors, la planification, nous utilisons la planification à rebours qui consiste en planification en 3 étapes. Dans un premier temps, les résultats entendus d'apprentissage sont définis à partir des descripteurs du CSR, en cohérence évidemment avec les compétences langagières visées. La deuxième étape consiste à sélectionner ou à concevoir les tâches d'apprentissage ainsi que le support didactique nécessaire à leur mise en œuvre. Enfin, la troisième étape concerne la construction des modalités d'évaluation pensées comme des instruments au service de la vérification progressive des acquis. Alors, quant aux formes de différenciation, tout d'abord, l'usage de l'intelligence artificielle et des outils numériques. Dans le cadre d'enseignement à distance, nous avons intégré plusieurs outils numériques basés sur l'intelligence artificielle afin de soutenir l'autonomie et la progression des apprenants. Des outils de type speech-to-text et text-to-speech sont utilisés pour travailler la prononciation et la compréhension orale. Ces applications permettent aux apprenants d'écouter et de s'exercer à prononcer un mot ou une phrase avec la possibilité de répéter les activités autant de fois que nécessaire en fonction de leurs besoins individuels. Nous avons proposé des outils en ligne gratuits, TS Reader ou Natural Reader, et des outils téléchargeables sur l'ordinateur comme Balabolka ou eSpeak. Au début, je leur avais donné l'outil de l'intelligence artificielle DeepL, D-I-P-L-L majuscule. C'est un outil formidable qui permet à la fois la traduction automatique en ligne, c'est gratuit évidemment, la traduction automatique de presque de n'importe quelle langue à n'importe quelle langue, un outil, une fonctionnalité speech-to-text, et text-to-speech, c'est-à-dire donner une phrase, un mot, une phrase et choisir parmi les voix de locuteurs natifs
pour l'écouter, hein, comprendre la prononciation, mais le plus important était que ce outil donne la possibilité d'enregistrement de la voix et puis la transformation en texte. Alors, dans ce cas, un apprenant qui veut dire, par exemple, tu, hein, tu, mais il dit tout, c'est une faute. Le U n'existe pas dans la langue grecque, alors parfois les apprenants au début utilisent le son OU au lieu de U. Alors, sur cet outil, DeepL, on a la possibilité d'enregistrer la voix, dire une phrase ou deux, et puis la transformer en texte. Dans ce cas, l'apprenant va voir qu'il n'a pas dit tu, mais tout. Hein? Un locuteur natif de la langue va comprendre comme tout qui dit autre chose au lieu de tu. Ils peuvent ainsi comprendre les erreurs graves de la prononciation. Mais une partie de participants m'ont dit que dans leur équipement ne fonctionnent pas toutes ces fonctionnalités de DeepL. C'est pourquoi que je leur ai donné le Reader, le Natural Reader et les autres outils mentionnés ici. En ce qui concerne les contenus grammaticaux contextualisés, sont proposés aussi, incluant une explication en français accompagnée d'une traduction en grec, parfois des exemples d'usage ciblés sur les objectifs du cours, par exemple sur le champ lexical de la séance. Et ce support sont aussi conçus pour favoriser l'auto-apprentissage, sont conçus en sorte qu'ils favorisent l'auto-apprentissage et l'ancrage progressif de structures de base. Des capsules vidéo qui sont à vitesse réglable et systématiquement accompagnées de transcriptions bilingues, traduites en grec, phrase par phrase, et les structures langagières fondamentales du français sont mises en évidence en caractères gras et par un code couleur, ainsi que Catherine David le propose, facilitant ainsi l'identification des éléments clés pour les apprenants débutants. La multiplicité de supports, c'est évident, des mises en œuvre. Ceux-ci comprennent des supports vidéo, audio, podcast, outils numériques, blogs, forums, infographies, activités, parfois avec autocorrection, etc. Alors, lors des séances synchrones, nous avons recours aux salles de sous-groupe, aux salles virtuelles, la fonctionnalité Breakout Sessions de WebEx afin de favoriser une interaction entre pairs. Ces moments de travail collaboratif s'appuient sur une différenciation de rôles au sein de groupes. C'est-à-dire, nous veillons à organiser des groupes hétérogènes où chaque équipe comprend au moins un ou une apprenante ayant un niveau légèrement plus avancé que les autres. Les activités proposées sont centrées sur les objectifs de l'interaction orale, ce qui constitue, je pense, le point faible, le talon d'Achille, je dirais, de l'enseignement, apprentissage de langue. Nous n'avons pas en classe le temps disponible pour s'exercer effectivement, pour exercer effectivement l'interaction orale. Alors, l'apprenant le plus avancé endosse un rôle de facilitateur, posant des questions, validant des réponses des autres membres du groupe, dans une dynamique d'apprentissage coopératif. Alors,
les activités en mode asynchrone. Le travail asynchrone est structuré autour d'activités différenciées selon le niveau de difficulté, disons, permettant à chacun d'avancer à son rythme tout en respectant les objectifs communs du cours. Pour le moment, nous proposons notamment des activités de compréhension orale ou écrite à difficulté croissante, organisées selon une progression didactique. À titre d'exemple, activités sur un même support, hein, activités de type vrai-faux ou oui-non, activités à choix multiples, des questions à choix multiples, activités à questions ouvertes. Sur ces trois activités, l'une est obligatoire et à choix, tandis que les deux autres sont optionnelles, permettant aux apprenants de choisir en fonction de leur disponibilité et de leur niveau de confort. Alors, la différenciation ainsi conçue repose sur une pédagogie de souplesse et de l'adaptabilité, sans renoncer à l'exigence linguistique. Elle s'inscrit dans une logique d'individualisation raisonnée qui articule les contraintes institutionnelles à une éthique d'accompagnement. Elle permet également de réconcilier distance et engagement en tenant compte des réalités de terrain, mobilité, surcharge cognitive, temps contraint, etc. Elle renforce la persistance des apprenants dans le dispositif. La différenciation dans un cours de FLE à distance pour adultes débutants fonctionnaires s'impose comme un principe structurant de la démarche didactique. Elle permet de concilier l'hétérogénéité des parcours et les besoins et la cohérence pédagogique, tout en créant des conditions d'un apprentissage significatif, motivant, j'espère, et durable. Ce retour d'expérience invite à penser la différenciation non comme une méthode isolée, mais comme une pédagogie intégrée à la croisée de l'andragogie, de la didactique de langue et de la formation à distance. Ainsi que Catherine David l'a mentionné le matin en citant Blaise, la différenciation n'est pas vraiment une méthode, c'est une manière de penser l'enseignement et l'apprentissage. Pour conclure, je dirais que la différenciation dans un cours de FLE à distance pour adultes débutants n'est pas seulement une réponse pédagogique, c'est une posture, une manière d'accueillir l'autre dans son chemin d'apprentissage. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Dora, pour cette présentation qui met en lumière un autre contexte, un contexte différent, celui d'un enseignement entièrement à distance. Et je vais donner la parole aux personnes qui sont ici pour vous poser des questions. Merci beaucoup Dora pour votre présentation. Je voulais savoir, enfin, votre présentation m'interpelle parce qu'en fait, c'est vrai que quand on a des classes qu'on dit multiniveau, souvent on dit A1, A2, B1, enfin en tout cas dans notre contexte universitaire. Et on a tendance à mettre ensemble les A1, disons, et puis, enfin, je veux dire, à mettre ensemble, à fabriquer des activités pour les niveaux A1, pour les niveaux A2, pour les niveaux B1. Vous allez plus finement dans le degré de différenciation puisque vous parlez des niveaux A1.0, A1.1, A1.2, qui veut dire donc que vous faites véritablement attention à ces différences de niveau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que du coup, c'est vrai que nous, on va pas, enfin, en tout cas en contexte universitaire, dans des centres universitaires de FLE, on va pas aussi précisément, si ce n'est que effectivement A1.0 sont des débutants. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence pour vous dans votre accompagnement de fonctionnaires entre un A1.1 et un A1.2 par exemple? Je pense que même le CCR prévoit un niveau pré-A1, mais c'est pour les enfants. Et si je ne me trompe pas. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ces apprenants sont dans ce groupe. Nous avons des apprenants qui
ne connaissaient même pas un mot de français. Et quand ils ont créé le groupe. Alors, cela correspond à un niveau zéro au début de l'apprentissage. Il y a d'autres qui ont fait quelque chose, ils avaient fait quelque chose à l'école, au secondaire. Mais ils l'ont oublié dans la plupart parce que beaucoup de temps a coulé depuis. Ceci représente un niveau à 1.1, disons. Et il y a d'autres qui sont en contact, sont à Bruxelles ou à Strasbourg, alors ils ont l'immersion dans la langue, même ils ne la connaissent pas bien, et ils ont la possibilité d'écouter et ils vivent dans un milieu enrichissant. Alors, dans ce cas, on pourrait les différencier et dire qu'ils appartiennent au niveau 1.2. J'ai au moins 3 niveaux au sein de ce niveau 1. Dora, merci beaucoup. Donc, c'est Charlotte Dejean. Donc, je voulais rebondir un petit peu sur la question de Catherine. C'est-à-dire que non seulement, bon, il y a effectivement des différences de niveau au départ, mais ce qui me paraît particulièrement intéressant dans votre contexte, c'est vraiment la différence, l'hétérogénéité au niveau des contextes d'apprentissage dans lesquels se trouvent les différents groupes. Et évidemment, ceux qui sont en immersion ou en contexte de contact avec des francophones risquent de progresser encore plus vite. Et donc, c'est l'écart qui va se creuser au fur et à mesure du cours, peut-être dans les compétences développées. Voilà, donc je ne sais pas si par rapport à ça, il y a des dispositifs ou des démarches particulières. Est-ce que vous vous appuyez justement sur le fait que ceux qui sont en contexte d'immersion avec des francophones peuvent apporter au cours? Voilà, c'était une de mes questions. J'en aurai une autre après. Oui, c'est une très bonne question en fait, parce que je m'interroge moi aussi pour l'avenir, c'est-à-dire l'enseignant peut donner de suppléments, de contenu supplémentaire pour enrichir le cours et les apprenants qui sont les plus faibles. Il va de soi que les apprenants qui ont, par exemple, un équipement avancé et un équipement numérique avancé peuvent utiliser des outils comme DeepL dont je parlais tout à l'heure pour avancer encore plus vite. Alors, c'est pas seulement la condition de l'immersion pour certains, il y a d'autres qui sont très bien équipés. Et, je disais que c'est pas seulement ce contexte d'immersion, mais c'est aussi, ce sont les différences, par exemple, d'un équipement numérique avancé, la possibilité d'avoir un équipement avancé, mis à jour. Il y a, par exemple, ce que leur donne, ce que je fabrique comme matériel en fonction des besoins des participants, en utilisant l'IA. Par exemple, même les apprenants, il y a des apprenants qui peut-être pourraient utiliser IA et avancer encore plus. Je pense que nous pouvons voir l'enseignement et l'apprentissage comme un processus dynamique et pas comme
un processus scolaire où les classes avancent selon l'âge. Je pense qu'en France, je crois qu'en France, vous avez des dispositifs pour les enfants doués, ce qui n'existe pas en Grèce. Mais nous avons les écoles pilotes qui recrutent les élèves après des examens d'entrée. Alors, c'est pour les enfants, disons, doués. Et, en France, vous avez la possibilité de passer une classe pour les enfants qui sont doués. Et évidemment, je pense que nous devons voir l'enseignement et l'apprentissage dans cette dynamique qui, qui permet le progrès selon le temps de l'étude, selon l'état disponible, les capacités intellectuelles et toutes les conditions qu'on a mentionnées tout à l'heure. Il y a une question dans la salle. Alors, je vais m'approcher pour poser la mienne, comme ça au moins Dora me verra. Donc, c'était par rapport, Dora, à la mise en place des groupes de travail dans les moments de cours synchrones. Tu as dit que tu faisais donc des groupes hétérogènes plutôt, avec des apprenants de différents niveaux, avec tu as appelé un apprenant facilitateur, et donc d'un niveau plus élevé, si j'ai bien compris. Et je voulais savoir voilà, si c'était toujours les mêmes personnes qui avaient les mêmes rôles et si tu travaillais sur, voilà, sur une façon de former les apprenants à être facilitateurs ou aidants ou tuteurs pour des niveaux moins forts. Non, en fait, tout d'abord, non, les groupes de salles virtuelles ne sont pas toujours les mêmes. Et on change les participants, ça c'est sûr. Mais nous prévoyons que la présence d'un apprenant, d'une personne qui a un niveau un peu plus avancé que les autres. Ces activités sont très utiles parce qu'on multiplie le temps du cours, si vous voulez, en faisant des activités d'interaction orale. C'est le point faible de l'enseignement et de l'apprentissage dans les classes, je pense partout. Parce que nous n'avons pas le temps disponible pour que tout le monde parle dans une classe. En utilisant les classes virtuelles de petits groupes, on multiplie ce temps de s'exercer sur l'interaction orale. Alors, la personne qui connaît un peu plus que les autres peut très facilement poser des questions. Quand on a un petit dialogue, une simulation de type dialogue, c'est plus difficile de poser des questions que de répondre. Alors, quand on dit facilitateur, il assume ou elle assume ce rôle de poser des questions, de vérifier si les réponses sont acceptées, etc. Et, de cette façon, je pense que même la personne qui est plus avancée, c'est pas la fonction, c'est pas seulement d'aider les autres. Quand on assume un rôle, cela nous donne la possibilité de se développer. Mais quand une personne assume le rôle de poser des questions, de vérifier, elle a la possibilité de s'exercer sur un rôle différent. Je pense que c'est enrichissant et d'après que j'écoute par les participants, ils aiment beaucoup ce type d'activité. Très bien. Merci beaucoup, Dora.
Malheureusement, on ne peut pas être dans une interaction très rapide parce que nous sommes obligés de couper ton micro quand nous parlons pour éviter les effets de l'arsène. C'est pour ça que, bon, voilà, il y a toujours un petit décalage. Je crois qu'il est 13h15, c'est ça? Enfin, 14, enfin, il est l'heure, il me semble. Et il n'y a pas de questions en ligne. Alors, tu ne peux pas entendre nos applaudissements. Enfin, si on peut les faire maintenant. Voilà. Voilà. Nous te remercions beaucoup d'avoir fait cette équipe de présentation à distance. Tu peux rester avec nous. Peut-être on te demandera, on posera une petite question à la toute fin, si tu veux bien. Voilà, et nous passons à l'intervention suivante. Merci beaucoup encore, Dora.